Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Rémi Etienne, je suis infirmier à l'ICL en équipe mobile de soins palliatifs, mais j'ai également une activité d'hypnopraticien pour laquelle en fait je reçois des patients en consultation au sein de l'établissement et notamment, pour la prise en charge de la douleur aiguë lors d'accompagnement de gestes douloureux, la douleur chronique, mais également pour la préparation des patients à certains examens anxiogènes comme les IRM, la radiothérapie, voilà tous ces examens un petit peu, qui peuvent être perturbants. Et là, je vais prendre un certain temps pour vous présenter l'histoire de l'hypnose, retracer son parcours. C'est un parcours qui est riche, qui est passionnant, qui est, vous allez voir, émaillé de plein de rebondissements. Et pour commencer, en fait, cette présentation, on va remonter très, très loin dans le domaine de l'hypnose, en commençant, par le premier manuscrit, en fait, qui a été retrouvé. Un manuscrit, sumérien, en fait, cunéiforme, qui est originaire de Mésopotamie. C'est un manuscrit qui date d'il y a plus de 6000 ans et qui en fait, décrit déjà des cas de guérison par, des états qui seraient assimilés à des états modifiés de conscience. Alors évidemment, ce sera pas l'hypnose moderne telle qu'on la connaît, actuellement. C'est imprégné de pensées magico-religieuses et notamment de ritualité. Mais effectivement, ces patients en fait qui allaient consulter les guérisseurs de l'époque utilisaient, parlons des guérisseurs, des techniques en fait d'incantation, de suggestion qui s'apparentent aux suggestions verbales directes telles qu'on peut les connaître actuellement et qui ressemblent très, de près à l'hypnose de spectacle qu'on peut retrouver dans les shows télévisés actuellement. En continuant effectivement, cette historique, on arrive, en Égypte, où les Égyptiens pratiquaient également des techniques s'apparentant aussi à des techniques d'hypnose moderne. Il y a un papyrus qui a été découvert par Georges Hebers et ce papyrus mentionne plusieurs formules, alors assimilables à des formules magiques, des formules qui suggéraient qu'effectivement le patient avait le contrôle sur son corps et sur sa douleur. Et une des phrases qui a été traduite de ce papyrus suggère au patient de poser sa main sur sa douleur et de dire que la douleur s'en aille. Et on va voir, vous verrez d'ailleurs durant cette formation, des techniques d'hypnose qui ressemblent très fortement, en tout cas qui s'inspirent très fortement de cette phrase, et vous pourrez faire des rapprochements. On continue et là on se rapproche un peu plus de notre ère avec, Franz Anton Mesmer. Alors vous voyez, on a Mesmer, avec un seul S et pas Mesmer, tel qu'on peut le voir à la télé actuellement. C'était un médecin en fait, d'origine allemande, Mesmer, médecin du 19e siècle, qui en fait postule l'existence d'un fluide magnétique animal par analogie en fait au fluide magnétique minéral. En fait, tout simplement, il dit que comme il y a au travers des aimants, la possibilité que 2 entités puissent se rapprocher, qu'il existe une énergie entre ces 2 entités. Il pourrait exister la même chose, au sein du monde animal et notamment du monde humain. Alors il fait une thèse de médecine, qui tourne autour de ce concept. La technique de Mesmer, en fait, conceptualise l'idée que, il y a un fluide qui circule à l'intérieur du corps. Ce fluide, en fait, est, une sorte d'énergie naturelle qui parcourt tous les êtres vivants et lorsqu'en fait ce fluide est bloqué à un endroit du corps, c'est ce qui va déclencher la maladie, à cet endroit précis du corps. Donc, dans ses premiers essais, Mesmer va utiliser en fait des aimants, qu'il va passer autour du patient et puis il va, décider en fait que le magnétiseur, la personne qui utilise en fait ces aimants, peut remplacer ces aimants par ses mains et créer en fait la levée de ce blocage. C'est ce qu'on va appeler des passes magnétiques. Passes magnétiques qu'on peut encore retrouver chez certains magnétiseurs de campagne, pour, des personnes qui les ont certainement consultés. En fait, ce magnétisme serait un moyen de lever ce blocage. Et lorsque le blocage se lève, ça déclenche chez les patients ce qu'on appelle des crises magnétiques. Le patient rentre dans des états de transe qui lèvent, pour certains patients de Mesmer, le problème, la problématique. Alors on va voir hein, que c'est chez certains patients, dans certains contextes. Mesmer rencontre un franc succès avec sa technique, puisqu'il intéresse la noblesse, de l'époque, et il décide de pratiquer en fait le magnétisme à grande échelle. Il va créer le baquet de Mesmer. Ce baquet de Mesmer que vous voyez en photo, on peut le voir au musée de Lyon. En fait, c'est un baquet qui est rempli de limailles de fer, de verre pilé et puis d'eau en fait qu'il a préalablement lui-même magnétisé. En tout cas, c'est ce qui est dit, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur du contenant.
Vous voyez, il y a des cordes avec des sortes d'arcs, qui en fait, sur lesquels les patients peuvent s'attacher, soit les mains, soit les pieds et les cordes en fait reliaient, tous les participants entre eux, créant une sorte de synergie comme ça dans l'accompagnement. Il y avait des gens en fait, qui on voit un petit peu sur ce schéma, des gens qui en fait accrochaient leurs pieds, d'autres qui, tournaient autour et on voit pas là sur cette gravure, mais il y avait aussi des gens qui jouaient de la musique, du violon par exemple, ce qui renforçait un petit peu l'ambiance un peu spectaculaire de ces séances. Mesmer en fait passait derrière avec une baguette et en fait avec cette baguette touchait chaque patient avec en utilisant une incantation où leur demandait clairement la levée du blocage et les personnes rentraient en fait dans ces états de crise magnétique. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la libération, en tout cas de la maladie, est souvent teintée d'une image un peu dans l'inconscient collectif, de la possession, notamment un peu du mal, et que en fait, lorsque ce mal sort du corps, il est matérialisé par une sorte de crise qui entre guillemets pourrait suggérer au patient qu'il se libère de quelque chose. On est vraiment empreint de pensée magico-religieuse et donc Mesmer en fait exploite un petit peu ce phénomène. C'est ce qui explique pourquoi ces gens entrent dans ces crises spectaculaires, chose qu'on verrait beaucoup moins de nos jours. Alors Mesmer rencontre un tellement grand succès qu'à un moment donné, Marie-Antoinette s'intéresse énormément en fait à cette pratique. Elle fait venir Mesmer au palais mais ça plaît pas du tout à Louis XVI en fait qui voit, du charlatanisme. Le clergé aussi n'adhère pas du tout à cette pratique et donc parce que Mesmer est médecin, pour faire ça dans les règles, Louis XVI commandite en fait une commission d'enquête qui est composée notamment de Benjamin Franklin. Et cette commission d'enquête va évaluer en fait la pratique de Mesmer pour savoir si ce qu'il propose comme technique est validé, validable ou non. Alors ça va être vraiment la première étude qui est considérée dans l'histoire de la recherche, une des premières études en double aveugle qui est menée en fait, où on va observer chez des patients qui reçoivent effectivement soi-disant le magnétisme et des patients à qui on suggérait simplement de l'imaginer, voir si ils ont les mêmes effets. Et en fait, la commission d'enquête va conclure que tout simplement, le magnétisme ne serait dû finalement qu'à l'imagination des patients et qu'il n'y aurait pas d'existence réelle du magnétisme. Donc Mesmer va être discrédité, va tomber progressivement dans l'oubli, mais entre-temps, il a quand même laissé des disciples derrière lui. Et ses disciples, en fait, sont notamment le marquis Chastenay de Puységur, qui est un élève de Mesmer, qui reconsidère en partie la théorie de Mesmer, car il identifie un phénomène de transe, en opposition à la notion de crise magnétique. Il parle plutôt de transe magnétique. Il nomme aussi ce phénomène sommeil magnétique, puisque lui, dans ce qu'il observe de sa pratique, le marquis Chastenay de Puységur exerce à la campagne. Et en fait, à la campagne, les réactions vis-à-vis de l'hypnose sont différentes de la ville. Il va pratiquer l'hypnose chez une personne qui s'appelle Victor. Victor, c'est un jeune homme en fait qui souffre d'un trouble. Et dans ce trouble-là, Victor ne manifeste pas la libération en fait du symptôme par une crise magnétique, mais plutôt par un sommeil profond. Et il observe que chez les gens de la campagne, les gens entrent plutôt dans une sorte d'état qui ressemble à du sommeil. Donc on voit en fonction des lieux où on pratique l'hypnose, comment les gens intègrent cette pratique d'une manière différente. Donc le marquis va plutôt parler de sommeil magnétique. Et dans ce qu'il observe, lui, c'est qu'en fait, il va interroger Victor, il va lui parler dans ce qu'il observe de ce sommeil magnétique, et Victor va lui répondre. Et en lui répondant, il va lui donner les clés en fait de sa propre guérison et la manière dont il devrait se traiter. Donc ça interpelle beaucoup le marquis Chastenay de Puységur qui dit finalement le magnétiseur, lui, il induit un état, mais c'est peut-être le patient qui a la capacité au fond de lui d'aller chercher les ressources pour pouvoir se guérir lui-même. Alors, on est encore une fois dans ce qu'on pourrait retrouver dans l'hypnose moderne, mais là où finalement le marquis Chastenay de Puységur est assez moderne dans sa pratique, c'est qu'en fait il va poser vraiment les bases du rôle actif du patient en psychothérapie. C'est le patient qui va aller chercher au fond de lui, dans son histoire, le moyen de pouvoir se soulager. Donc le marquis continue de pratiquer dans le temps, mais d'autres personnes lui succèdent, hein, notamment l'abbé J.C. de Faria, qui est un moine portugais vivant à Paris, qui propose une autre lecture des phénomènes observés.
En fait, l'abbé J.C. de Faria n'adhère pas du tout à la théorie magnétique, il réfute les effets du fluide magnétique, mais défend plutôt l'idée que la transe, en tout cas l'état qu'il observe chez les patients, est plutôt un phénomène de fascination du sujet pour le praticien. Donc la personne en fait qui va regarder une autre et notamment sur la fixation du regard va pouvoir induire en utilisant des ordres simples un état qui s'apparente selon lui à ce qu'il appelle un sommeil lucide. Cet état de transe observé participe donc indirectement à forger les bases de la psychologie et notamment de l'hypnose, puisque si on observait la BJC de Faria de nos jours, on verrait typiquement un spectacle d'hypnose tel qu'on le voit à la télévision. Petite anecdote, la BJC de Faria est un des personnages, il a existé, du comte de Monte Cristo. C'est un des personnages qui intervient dans le roman. Toujours dans ce courant hein, des imaginationnistes, il y a Étienne Félix Hénin de Cuvelier qui est un petit peu le papa en fait hein, du mot hypnose, hein, qui est le premier à utiliser le préfixe hypne pour décrire en fait les phénomènes du magnétisme animal initialement postulé par Mesmer. Mais lui non plus ne croit pas à l'existence du fluide magnétique. Donc c'est un magnétiseur. Il n'est pas non plus proche de la BJC de Faria, qui est plutôt sur un courant psychologique, mais on va dire qu'il est sur une approche plus rationnelle du magnétisme. James Braid, qui est à tort considéré comme le père de la création du mot hypnose, mais c'est le baron Hénin Félix de Cuvelier qui l'a utilisé. James Braid, en fait, utilise l'hypnose en tant que chirurgien. C'est un chirurgien écossais qui exerçait à Manchester, qui n'adhère pas du tout à la théorie du magnétisme animal, qui réfute l'aspect psychologique également de ce qu'il observe de cette transe, et il assimile, lui, ce phénomène à un sommeil nerveux, en tout cas au début de sa pratique. Selon lui, en fait, cet état était obtenu par une fixation prolongée du regard sur un objet brillant. Et en l'occurrence, au bloc opératoire, James Braid faisait fixer les patients la cialytique. Alors, il faut savoir qu'à l'époque de James Braid, on est un petit peu avant l'arrivée des chloroformes. Donc, l'hypnose rend quelques services au bloc opératoire puisque les gens étaient opérés sans anesthésiant. Il observe que chez certains patients, ça fonctionne beaucoup mieux que chez d'autres. On est encore loin de la suggestibilité et de la notion de suggestibilité. Mais en tout cas, il remarque effectivement, notamment à la fin de sa pratique, que tout n'est peut-être pas qu'un phénomène physiologique et que la psychologie rentre quand même pour partie dans ce phénomène. Donc en gros, comment il faisait, hein, il demandait aux patients de fixer le cialytique, il leur demandait de regarder, de lever les yeux le plus haut possible en l'air, il leur donnait effectivement des suggestions de s'endormir, de se laisser glisser dans un sommeil progressif, et il observait qu'au bout d'un moment, les gens fermaient les yeux et puis débutaient l'opération, tout simplement. On avance un peu plus, l'hypnose retombe entre ces deux périodes un peu dans l'oubli, et puis refait surface, notamment avec les travaux de Jean-Martin Charcot, qui est un célèbre neurologue français, qui a donné son nom à la triste maladie de Charcot. En fait, Charcot travaille aussi beaucoup sur l'hystérie, sur la pathologie hystérique, et en fait utilise l'hypnose en fait comme moyen diagnostique, selon lui, de l'hystérie. Pour lui, il n'y a quasiment que les femmes qui peuvent répondre à l'hypnose, puisque l'hystérie serait une pathologie exclusivement féminine. Et puis en plus, utilise l'hypnose dans un but diagnostique. Il annule en fait certains symptômes chez ses patientes grâce à l'hypnose, et en fonction de la réponse en fait du médecin à la patiente, peut diagnostiquer de cette manière-là l'hystérie. Il pense que l'hypnose, c'est avant tout un symptôme de cet état pathologique qui est caractéristique. Il l'utilise d'ailleurs régulièrement dans ses cours en fait de neurologie. Il y a devant un parterre de neurologues. Là, alors on voit, c'est une célèbre peinture d'un des cours de Jean-Martin Charcot. Il a dans ses bras effectivement une patiente hystérique qui s'appelait Blanche Whitman. Il y a un film d'ailleurs avec Vincent Lindon qu'on peut retrouver sur cette époque, qui est assez récent, qui retrace en fait ces fameux cours de Jean-Martin Charcot sur la pratique de l'hypnose devant les neurologues.
Dans le parterre en fait de neurologues, on a Freud en fait qui assiste. Alors là, je pourrais pas le localiser, mais il fait partie en fait de l'assemblée sur cette peinture. Et en fait, Jean-Martin Charcot utilise l'hypnose et montre comment, avec des phénomènes et suggestions hypnotiques, il arrive à annuler certaines sensations chez les patientes ou certains symptômes caractéristiques. Mais à la même époque, une école s'oppose en fait aux théories de Jean-Martin Charcot. C'est l'école de Nancy, l'école de psychologie de Nancy, composée du professeur Hippolyte Bernheim, qui est un médecin initialement alsacien, qui vient travailler en fait sur Nancy après la guerre de 1800, pendant la guerre de 1800, et en fait qui rencontre en fait un médecin généraliste qui est considéré également comme un guérisseur qui exerçait à Pont-Saint-Vincent, qui est en fait le docteur Ambroise Auguste Liébaud, qui en fait guérissait les patients gratuitement dans son cabinet de Pont-Saint-Vincent et qui utilise l'hypnose en fait encore une fois d'une manière très directive, avec des suggestions verbales directes pour traiter certains troubles chez la population locale. Alors Bernheim va observer comment Liébaud fonctionne et va utiliser l'hypnose pour la répandre à Nancy. Donc Bernheim avait un cabinet au 24 place de la Carrière à Nancy. Cette école en fait ça va créer un petit peu des émules parce que ils vont beaucoup en fait pratiquer l'hypnose avec une approche encore une fois très directive et ils vont être rejoints par d'autres acteurs en fait de la scène nancéenne, notamment un juriste. Et puis plus tard, il y a Émile Coué aussi qui va les rejoindre, qui a donné son nom à la célèbre méthode Coué. Et puis en fait, Freud va, après avoir été chez Charcot, va venir en stage, si on peut dire, pendant 6 mois en fait à Nancy, apprendre l'hypnose auprès de Bernheim. Alors pour Bernheim et Liébaud, pourquoi ils s'opposent à Charcot? C'est parce que pour eux, ce n'est pas du tout un état caractéristique d'une pathologie, ni encore moins de l'hystérie. Ce serait simplement la capacité qu'un individu aurait à répondre à la suggestion. Tout va toujours tourner beaucoup autour de la suggestion, notamment chez Bernheim. Bernheim va vraiment beaucoup développer cette idée de suggestion, tellement la développer qu'à un moment donné, on parle quasiment plus d'hypnose, on parle plus de suggestibilité. Pour lui, tout n'est que suggestion, suggestibilité, réceptivité à une suggestion verbale. Et en fait, on va dire, c'est le petit reproche qu'on peut faire à Bernheim, c'est que bah, déjà, il a un peu accaparé les idées de Liébaud on va dire, les formaliser, mais surtout, il va donner aussi un nouvel élan en fait à l'hypnose en l'inscrivant plus dans une idée plus scientifique. Freud, hein, que j'évoquais, Sigmund Freud, qui se rend à Paris en fait auprès de Jean-Martin Charcot puis d'Hippolyte Bernheim, qui va pratiquer l'hypnose au tout début de sa carrière de psychiatre, qui est assez ébahi des effets qu'il obtient auprès de ses patientes, notamment, mais ça lui pose un problème puisque dans ses écrits, en fait, Freud évoque le fait que l'hypnose crée un transfert trop important entre le patient et lui, et que certaines de ses patientes seraient tombées amoureuses de lui à cause de l'hypnose. Donc il reconsidère un petit peu la pratique de l'hypnose en disant que c'est un outil puissant qu'il ne comprend pas bien, mais en tout cas, ça va lui ouvrir un champ de perception nouveau, notamment sur l'existence d'un inconscient et la possibilité d'avoir une partie de soi dont on n'a pas conscience, dans lequel on peut aller soit refouler des éléments, soit épuiser des ressources pour pouvoir changer. Mais dans sa manière de pratiquer, en fait, et de fonctionner, Freud ne va plus se servir de l'hypnose sur l'essentiel de sa carrière et va élaborer sa théorie psychanalytique avec cet inconscient en fait dans lequel on refoule en fait certains éléments et qui vont donner des névroses. Enfin, on va pas tourner autour de ce concept-là, c'est pas le propos. Mais en tout cas, Freud, il reviendra progressivement à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, en pratiquant toujours un peu l'hypnose. L'hypnose jusqu'à Freud se pratique d'une manière très paternaliste avec des suggestions verbales très directes. Dormez, je le veux, fermez les yeux, vous écoutez que ma voix, à 3, vous fermez les yeux, vous tombez dans un profond sommeil. Voilà, c'était des suggestions verbales directes. Et puis, il y a un médecin, en fait, psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson. Milton Erickson, en fait, est un psychiatre américain
qui en fait utilise au tout début de sa pratique l'hypnose d'une manière directive. Et puis en fait, Milton Erickson va tomber malade déjà dans son enfance, puisqu'il était atteint de poliomyélite. Et il avait plein de petits soucis, il était dyslexique, il était amusique, enfin il avait vraiment des petits soucis. Mais en fait, il s'est toujours accommodé de ses handicaps et son originalité, c'était finalement de se servir de ces moments de handicap pour pouvoir observer le fonctionnement des gens qui l'entouraient, et notamment de son environnement. Et lorsqu'il était atteint de poliomyélite, il a longtemps été paralysé dans un lit. Ça l'a amené en fait à observer beaucoup son entourage, notamment ses frères et sœurs, et toutes les interactions non verbales qui pouvaient exister entre deux individus, notamment lorsqu'ils communiquaient entre eux. Et il s'est posé aussi beaucoup la question de la place du corps, de la place des rapports en fait que les individus pouvaient avoir entre eux avec des techniques de communication singulières. Et en fait, Milton Erickson va de moins en moins se servir des suggestions verbales directes en privilégiant une approche plutôt indirecte. Alors, une suggestion indirecte, ce serait quoi? Ce serait par exemple de laisser le choix à la personne de pouvoir choisir en fait sans imposer. Un exemple type, on pourrait dire à un patient, je ne sais pas si vous allez fermer vos yeux maintenant ou d'ici quelques secondes. En donnant par exemple ce choix, il va laisser à la personne la possibilité de fermer ses yeux à un moment donné. Mais l'idée de base est quand même de fermer ses yeux. Donc Erickson était ingénieux dans sa manière de pratiquer, il a développé plein de techniques de communication, il a travaillé beaucoup autour des métaphores thérapeutiques en utilisant des métaphores pour faire prendre conscience au patient de son problème, de son trouble, c'est-à-dire la métaphore, quel rôle elle joue dans la séance d'hypnose, c'est que, par exemple, sans nommer directement au patient son trouble, on va lui raconter une histoire qui va avoir un lien indirect avec sa problématique, et cette métaphore va amener une solution à la fin de l'histoire que le patient va intégrer pour son propre compte pour pouvoir transformer les éléments qui ont besoin d'être transformés dans son quotidien. Donc c'est vraiment une approche totalement nouvelle ou bienveillante, absolument pas paternaliste, où il va prescrire même certains symptômes chez des patients, ce qu'on appelle la prescription paradoxale. Il va vraiment, entre guillemets, plus jouer avec le symptôme sans s'y confronter brutalement. Et l'avantage de ces techniques, c'était un peu de contourner les résistances psychologiques du patient au changement. Et l'avantage de l'approche ericksonienne, c'est qu'elle s'adresse absolument à tout le monde. Chose que je n'ai pas évoquée précédemment, c'est que l'approche directive ne concerne, et maintenant ça on le sait, qu'un tout petit pourcentage de la population. Seuls 10 à 20% des gens à peu près sont réceptifs à l'hypnose directe de spectacle, celle qu'on peut voir en tout cas dans des spectacles. Et puis celle d'Erickson est accessible quasiment à tout le monde. Tout le monde est hypnotisable avec l'hypnose de Milton Erickson. C'est un petit peu ce qui fait sa force. Et c'est ce qui va aussi démontrer que ce n'est pas le niveau de profondeur de l'état d'hypnose qui est important en thérapie, mais plutôt la qualité de ce que le patient aura entendu dans la séance et dans la relation thérapeutique. Et je pense que s'il y a une chose à retenir en fait de Milton Erickson, c'est qu'il va vraiment privilégier l'alliance thérapeutique et la qualité relationnelle entre le thérapeute et le patient. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et puis je propose de nous retrouver pour la formation et pour développer tous ces concepts un peu plus précisément.